plupart des consommateurs ne font plus confiance dans la publicité des marques. Et donc les marques doivent justement travailler cette façon de communiquer, travailler de façon authentique avec ces personnes-là pour créer du lien. Et donc en fait, les consommateurs, c'est important de regagner leur confiance, d'écouter leurs besoins et de collaborer avec eux pour développer de nouveaux produits. Bonjour à tous et bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Dorian Ciavarella de Ivancy. Bonjour Dorian. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Donc moi c'est Dorian. J'ai cofondé Ivancy il y a bientôt 4 ans maintenant. Et donc Ivancy c'est une société qui met en relation des marques et des influenceurs dont plus de 100 pays aujourd'hui et sur du multi-réseau. Donc par exemple Instagram, YouTube, les blogs. On travaille avec 290 000 influenceurs éparpillés dans le monde entier. Et c'est une société qui regroupe 70 personnes. Et on a levé 6,5 millions au total en 3 ans et demi. D'accord. Comment tu définirais le marketing d'influence? Alors c'est une bonne question. Pour moi, le marketing d'influence, c'est le potentiel de recommandation de chaque influenceur, de chaque personne. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir de prescription, on va communiquer sur un produit et on va permettre à une audience d'avoir un maximum de conseils et d'informations sur ce produit pour aller à l'acte d'achat, donc faire les bons choix. Qu'est-ce qu'on appelle un influenceur et à partir de quel moment surtout quelqu'un est considéré comme influenceur? Mais pour moi, tout le monde est influent. C'est-à-dire, t'as beau avoir 5 personnes sur ton réseau, tu vas être influent auprès de ces 5 personnes-là parce que potentiellement, ces 5 personnes, c'est ta famille, tes amis, ta petite amie. Ce qui est important, c'est de se dire, toi, tu as 5 abonnés, tu fais ta collaboration, donc tu allé tester un restaurant. Donc tu as un restaurant qui a ouvert ses portes, tu vas le tester et tu as adoré. Et donc en fait, quand tu vas partager ton expérience auprès de tes 5 abonnés qui étaient proches, qui te connaissent, ils vont avoir confiance dans ton post. Et ça, c'est important. Donc en fait, pour moi, tout le monde est influent. Tout dépend de la manière dont tu vas faire ton post, tu vas expliquer les choses. Ta recommandation va être justement adaptée à ton audience parce que tu connais ton audience. Et c'est là où c'est intéressant. Donc pour moi, tout le monde est influent. Tu as différents types d'influenceurs. Donc tu as les nanos, les micros, les macros. Je sais pas si toi, tu es familier avec tous ces termes. Oui, très bien, mais c'est bien que tu l'expliques. Ouais, avec plaisir. Donc en fait, les nano-influenceurs, c'est des personnes qui ont entre 0 et 5 000 abonnés. Donc on appelle ça quasiment, c'est des consommateurs. En fait, c'est toi, c'est moi. C'est des personnes potentiellement actives sur les réseaux, mais qui n'ont pas une forte audience encore aujourd'hui. Ensuite, tu as les micro-influenceurs. Donc c'est de 5 000 à 100 000 abonnés. Après, tu as les macro-influenceurs de 100 000 à 1 million. Et pour finir, tu as les influenceurs stars, c'est 1 million et plus. Donc ça, c'est les influenceurs que tout le monde connaît aujourd'hui et les plus famous sur les réseaux sociaux. Ivancy, on va en reparler un petit peu. Comment tu te différencies Ivancy de sa concurrence? Alors sur différents aspects. Premièrement, tu as le produit. C'est-à-dire que aujourd'hui, le produit qu'on commercialise est différent de nos concurrents par des features supplémentaires qu'on a pu ajouter. Sur Ivancy, en fait, comme j'ai expliqué, c'est une plateforme de matching qui met en relation des marques et des influenceurs. Donc tu mets à disposition des influenceurs un produit ou un service sans les rémunérer. Donc et ensuite eux ils vont faire une collaboration authentique directement sur les réseaux. Donc ça c'est la base vraiment de notre produit. Et ensuite on a rajouté des briques. Donc grâce à ça, on a pu avoir des centaines de milliers de publications d'influenceurs. Donc on a créé une banque d'images où les marques peuvent se connecter et télécharger des contenus pour les réutiliser. On a développé une nouvelle feature qui est une recherche externe. Donc en fait, tu peux rechercher sur plusieurs millions de profils des influenceurs avec des mots-clés précis. Donc par exemple, tu cherches un influenceur sur une thématique qui est le bio. Tu vas mettre bio, tu vas mettre Paris, tu vas mettre des personnes qui ont entre 20 et 25 ans, des personnes qui ont un engagement sur le réseau entre 2 et 3%, et tu vas cibler ces personnes-là, des personnes qui vont vraiment correspondre à ta marque. Et ensuite, on a développé aussi un système d'avis, c'est-à-dire qu'on peut demander aux influenceurs, donc là c'est plutôt des nano-influenceurs, d'aller mettre des avis sur les sites e-commerce. Donc en fait, on a différentes briques, et ça nous permet de nous différencier des concurrents par ces ajouts. Et ensuite, tu as une chose aussi hyper importante, c'est l'humain, c'est mon équipe et c'est les valeurs d'entreprise. En fait, les valeurs sont toujours différentes d'une entreprise à une autre. Nous, on a une culture assez forte d'entreprise et ça permet aussi de nous distinguer de nos concurrents. Et tu as le côté international. Donc, on est déjà présent dans 3 pays. Tu as une équipe allemande, une équipe espagnole et une équipe France. Et c'est vrai qu'on a tout de suite vu international de par les ambitions qu'on peut avoir dans la boîte. Tu as rédigé un article sur LinkedIn. Alors, au moment où on tourne le podcast, je l'ai vu ce matin, mais donc, au moment où on sera diffusé, ça fera une semaine, sur la raison d'être et ton questionnement sur la raison de ton entreprise. Tu peux en dire 2 mots? En fait, aujourd'hui, c'est hyper important d'expliquer pourquoi on a créé sa boîte. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, pourquoi tu as envie de bosser pour cette entreprise, pourquoi tu as envie de tout donner. Tu te lèves, tu es hyper motivé et tu te dis, je vais tout arracher. Et donc, dans ma boîte, plus la boîte grossissait,
plus j'avais cette question-là de dire, Dorian, pourquoi tu as créé Ivancy et vers quoi on se dirige? Et donc moi, de base, je leur répondais, notre but, c'est d'être leader mondial de l'influence, on va se développer, on va être une des plus grosses boîtes sur ce marché-là. Et je me suis rendu compte en fait que l'ambition et la vision et la mission de l'entreprise étaient deux choses complètement distinctes. Et j'ai fait un gros boulot, donc là, ça fait plus de 3 mois que je bosse dessus, pour expliquer déjà à mes employés pourquoi j'ai créé la boîte, mettre des mots sur mes pensées, et au-delà de ça, d'expliquer cette raison d'être à toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin avec nous. Et finalement, j'en suis arrivé à une phrase clé dont je suis très fier aujourd'hui et je suis super content de l'avoir mis dans les mains de mon équipe, c'est de permettre aux consommateurs de trouver les bons produits grâce à des partages d'expériences fiables et honnêtes. En fait, mon but, c'est de réussir à faire assez de collaborations bien faites, donc authentiques, auprès du grand public pour qu'ils puissent avoir assez d'informations avant de passer à l'acte d'achat et d'acheter un produit. Et donc ça, c'est un gros travail qu'on a pu faire avec mon associé Sylvain et qu'on a réussi aujourd'hui à expliquer. Très bien. Et il y a des critères de sélection pour tes influenceurs, pour que vous sélectionnez les influenceurs chez Ivancy? Ouais, bien sûr, t'en as pas mal. Premièrement, tu vas avoir le nombre d'abonnés, on a la capacité aussi de montrer est-ce que c'est des vrais ou des fakes. Tu vas avoir le taux d'engagement, tu vas avoir le secteur d'activité, tu vas avoir depuis quand ils sont sur les réseaux, combien de publications ils ont déjà réalisées, quel est leur reach. En fait, tu as un tas d'informations qu'on va regrouper, qu'on va collecter grâce aux API, et grâce à ça, on va faire le matching. Donc en fait, tu peux t'inscrire sur Ivancy, mais tu n'auras pas forcément des propositions de produits. Tout dépend de tous ces critères-là. Donc, si je comprends bien, il y a une collaboration entre l'influenceur et la marque, et c'est vous qui mettez un peu une sorte de marketplace entre la marque et l'influenceur. C'est bien ça? Ouais, exactement. En fait, en termes de fonctionnement, tu es une marque, tu te connectes sur la plateforme, tu vas créer une offre. Donc une offre, ça peut être un produit, ça peut être un service, un événement, un jeu concours. C'est qu'est-ce que tu mets à disposition de l'influenceur contre une collaboration. À partir du moment où tu as créé cette offre, donc tu vas rentrer sur ta campagne. Et ta campagne, tu vas sélectionner le pays, la ville, les réseaux. Qu'est-ce que tu souhaites que l'influenceur communique, donc quel style de publication tu souhaites de la part de l'influenceur. Et une fois que tu as finalisé donc cette création de campagne, l'influenceur qui correspond à tes critères de sélection va matcher. L'influenceur, il a la possibilité de commander sur l'application mobile ou sur l'ordinateur. Donc, il va regarder les produits qui lui correspondent, avec lesquels il match. Il va commander si ça l'intéresse. Et une fois qu'il a commandé, la marque, elle reçoit une notification. Et là, à son tour, la marque, elle a le choix d'accepter ou de refuser la collaboration. Et dès qu'elle accepte, l'influenceur réceptionne son produit, donc si c'est un produit, et il a 21 jours pour publier son contenu. Et le contenu remonte directement sur les réseaux. Et après, la marque, elle peut voir les statistiques en temps réel. C'est génial. C'est juste génial, je trouve. Avant de revenir un peu sur la thématique du marketing d'influence et des influenceurs, je voudrais bien qu'on parle un peu de toi. Et dis-moi, Dorian, à quel moment tu as flippé? J'ai flippé quand j'étais en Master 1. C'est là où je me suis dit que je devais me lancer dans l'entrepreneuriat. En fait, j'ai eu un stage. C'était un stage dans une société qui s'appelle BBM Équipement, qui commercialise une ceinture de pantalon qui s'appelle T-Belt ou Tie Belt. Donc, c'est T-Y-B-E-L-T. Et cette ceinture-là, elle résiste à 2200 kilos. En fait, c'est le couteau suisse de la ceinture. Et pendant ce stage-là, c'était un stage de 4 mois. J'ai permis à la société de gagner plus de 40 000 euros. D'une part, en trouvant des distributeurs à l'international. Et dans un second temps, j'ai trouvé des influenceurs sur la thématique outdoor qui allaient réaliser des vidéos, qui faisaient des photos. Et grâce à ça, je me suis rendu compte que ça apportait du chiffre d'affaires. Donc j'avais traqué des codes promo et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. L'influence marketing, ça cartonne, ça fonctionne super bien. Je vois que le pouvoir de prescription même d'une personne qui peut avoir 10 000 abonnés, peut être hyper fort. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et donc, par rapport à cette idée-là où j'étais en Master 1, j'ai commencé à créer ma première société qui s'appelait Mesri Conseil. C'était une junior entreprise, mais pas dans une école de commerce. En fait, j'ai fait ça en externalisé. Et je me suis dit, si moi, étudiant de 23 ans, je suis capable de rapporter 40 000 euros à une startup, c'est-à-dire que d'autres étudiants pourront également faire la même chose. Et donc, en partant de ce principe-là, j'ai eu mes premières idées, j'ai fait des business plans, je rétrocommissionnais des étudiants en travaillant sur ces projets. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, si on fait ça, d'autres étudiants, d'autres stagiaires peuvent m'aider à trouver des distributeurs pour commercialiser la ceinture de pantalon que j'avais. Donc, j'ai monté un réseau de stagiaires qui m'aidaient à trouver des distributeurs pour la ceinture de pantalon. Et donc, de ces idées-là, donc j'ai commencé à travailler sur des projets, sur plusieurs concepts. J'ai continué mes études. Et donc, je suis dans l'entrepreneuriat depuis mon master 1. Mais ça a commencé petit à petit. Devenir entrepreneur, donc tu as commencé à le devenir en Master 1, c'était quelque chose que tu envisageais avant ou c'était vraiment pas ce que t'avais en tête? Non, franchement, c'est pas ce que j'avais en tête, hein. Moi, ce que j'avais en tête, c'est d'aller travailler dans les cabinets de conseil, dans le top 3, être consultant. Et finalement, ça m'est tombé dessus. Et j'ai adoré. J'ai adoré travailler pour cette startup. Je travaillais jusqu'à minuit. Je me défonçais pour la boîte. J'avais vraiment envie d'aider cette boîte à se développer. Il y avait moins de 5 personnes. Tu avais le patron.
4 stagiaires et moi. Pour me dire que c'était une petite boîte avec que des stagiaires quasiment. Mais j'étais motivé, j'avais vraiment envie d'aider ce patron parce que je m'entendais bien avec, j'aimais bien ses valeurs et le relationnel qu'on pouvait avoir. Et c'est de là où je me suis dit, mais en fait, le milieu des startups, c'est génial. Ça me donne envie et j'ai envie de me défoncer pour ce type de boîte. Et c'est là où j'ai commencé à monter mes premiers projets. Selon toi, avec tout ce que tu as pu vivre et tout ce que tu as pu voir, c'est quoi les traits de caractère des entrepreneurs? Après, je peux pas parler pour tout le monde, mais des personnes, par rapport à mes amis ou des personnes avec qui j'ai pu discuter, échanger, il faut être persévérant. Il faut être persévérant, il faut rien lâcher. Il faut avoir un but, des objectifs. Donc, il faut que tous les matins quand tu te lèves, tu sais pourquoi tu te lèves. Ensuite, il faut avoir le bon associé. Ça, c'est super important pour te driver au quotidien. Avoir la bonne personne avec qui t'avances. Moi, j'ai la chance d'avoir un associé avec qui je m'entends super bien. Et on arrive à se motiver tous les deux. Il faut être ambitieux. Pour moi, c'est les caractéristiques que doivent avoir ou potentiellement ont les entrepreneurs. On va revenir sur la thématique du marketing d'influence. Au début de ce podcast, tu nous as parlé, on va dire, des différences entre un influenceur, des micro-influenceurs, des nano-influenceurs. Donc, c'était vraiment en termes d'abonnés, de followers. On a vu ces 6 derniers mois, voire la dernière année, que les marques vont de plus en plus vers les nano-influenceurs. Et je voulais savoir, c'est quoi l'avantage de sélectionner un nano-influenceur par rapport à un très gros influenceur? Ouais, en fait, un nano-influenceur, c'est une communauté plus restreinte. Donc, il est plus proche de sa communauté. Il va interagir d'une façon plus poussée avec sa communauté. Parce qu'un macro-influenceur, il n'a pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Parce qu'il a beaucoup d'abonnés. Alors que le nano, il peut prendre le temps de répondre à tout le monde parce que finalement, il n'a pas beaucoup d'abonnés. Donc, il va être plus proche. Son engagement va être plus fort. Ça va être un bêta-testeur. Ça a toujours existé, hein, c'est de l'échantillonnage en fait. L'échantillonnage de masse a toujours existé. Et donc, en fait, on se rend compte que les marques sont de plus en plus intéressées par ça, parce que ce qu'elles se disent, c'est je vais faire une collaboration avec 2000 ou 10 000 nano-influenceurs en un mois. Et ça va me permettre de générer entre 2000 et 10 000 avis sur mon site e-commerce pour crédibiliser mon produit. En plus de ça, je vais avoir du contenu. En plus de ça, c'est non rémunéré. Et en plus de ça, je vais créer une communauté engagée. Et c'est pour ça que les marques aujourd'hui font de plus en plus de campagnes avec des nano-influenceurs. Il y a des nouveaux types d'influenceurs qui sont apparus au cours de l'année, voire des 2 ans précédents. On appelle ça des influenceurs virtuels. Comment ils sont nés? Qui se cache derrière ces influenceurs virtuels? Et surtout, pour une entreprise, collaborer avec des influenceurs virtuels, ça donne quoi comme image? Alors, tu as une influenceuse qui cartonne, qui s'appelle Lil Miquela. Je sais pas si je prononce bien. Ça C'est doit être ça, ouais. ouais, c'est une influenceuse robot qui a 2 millions d'abonnés, donc 2,2 millions pour être précis. Elle a fait plus de 700 publications déjà. Euh, c'est nouveau. Ça, c'est arrivé il y a quand même 3 ans en fait où on voit ce phénomène se développer. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on voit qu'en fait, ça intéresse les personnes. C'est nouveau, donc les gens sont curieux. On voit que cette influenceuse-là fait des partenariats avec d'autres influenceurs robots. Donc en fait, ça crée une histoire. Et donc cette histoire-là reste intéressante. Après, derrière ce robot, derrière ce profil qui est Lil Miquela, il y a une personne, donc comme toi et moi, qui va gérer ce profil. Donc en fait, tu as quand même un humain qui gère un personnage robot. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, moi, je trouve ça très smart hein, d'avoir créé ce système-là. J'attends de voir dans quelques années pour voir ce que ça va devenir. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On voit que ces robots influenceurs font déjà des collabs avec des marques. Ça peut être des vitrines de certaines marques. Les publications sont de qualité. Après, il n'y a pas le relationnel qu'un nano-influenceur, qu'un micro, qu'un macro pourrait avoir parce que c'est une personne physique. Aujourd'hui, avoir un lien, on va dire, sur la longévité avec les influenceurs est très importante pour les entreprises. Est-ce que tu as des conseils que tu donnerais à ces entreprises? Ouais, il faut fidéliser les influenceurs. Il faut fidéliser la communauté, il faut être proche d'eux, il faut faire des campagnes spécifiques avec eux, du gifting donc spécifique. Et il faut s'intéresser à ce qu'ils pensent. Il faut tout simplement comprendre en fait leur façon de penser et les inviter à des événements, discuter fréquemment avec eux. Ça peut être toutes les semaines, c'est toutes les semaines. Il faut avoir un langage, on va dire très très amical. Donc ça, c'est les conseils que je peux donner. Et tu les fidélises avec des cadeaux, par exemple? Ouais, exactement. Ça peut être des cadeaux, ça peut être des événements, ça peut être différentes choses. Mais il faut que tu proposes quelque chose de fun parce que tu as beaucoup de marques qui travaillent avec des influenceurs, tu as beaucoup de marques qui souhaitent les fidéliser. Mais le plus important, c'est quoi? C'est premièrement, quelle est la relation que tu as avec cette personne? Comment tu vas communiquer avec? Et ensuite, c'est qu'est-ce que tu lui proposes? Et il faut que la personne aime vraiment bien tes produits. Il faut que la personne ait les mêmes valeurs que ta marque. En fait, il faut que les deux puissent s'y retrouver. Et ça, c'est important. Dans la stratégie d'influence des entreprises aujourd'hui, tu as un nouveau relais que sont les consommateurs. Ils deviennent des ambassadeurs de marque. Donc, la différence avec des influenceurs, et qu'est-ce qu'ils apportent à la marque?
Ouais, en fait, c'est les ambassadeurs, les consommateurs ou même les advocates. C'est un mot ici pas mal utilisé maintenant par les marques. L'important, c'est eux qui vont acheter le produit. C'est-à-dire, c'est eux la cible. Donc, en fait, il faut créer de la confiance avec eux. Et c'est pour ça que par rapport à notre vision, nous, on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart des consommateurs ne font plus confiance dans la publicité des marques. Et donc, les marques doivent justement travailler cette façon de communiquer, travailler de façon authentique avec ces personnes-là pour créer du lien. Et donc, en fait, les consommateurs, c'est important de regagner leur confiance, d'écouter leurs besoins et de collaborer avec eux pour développer de nouveaux produits. Est-ce que tu as un exemple de marque qui pratique ça? Ouais, t'as beaucoup de grands groupes hein, sur la cosmétique. T'as des marques comme L'Oréal, LVMH, Carrefour, Carrefour sur la grande distribution, Nestlé également. En fait, la plupart des grands groupes aujourd'hui font des campagnes avec des nanos et des micro-influenceurs. Aujourd'hui, c'est super important pour elles d'être présents sur les réseaux. Tout le monde s'y met et c'est ce qui est intéressant aussi. Hein. C'est que les marques comprennent aujourd'hui le besoin d'être présents sur les réseaux et de travailler avec des ambassadeurs. C'est marrant parce que, on va dire, à l'époque à papa, les marques travaillaient avec des stars. Aujourd'hui, on travaille avec des gens qu'on appelle des influenceurs. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être d'autres jeunes ou d'autres personnes. Qu'est-ce qui différencie un influenceur contre avec une influenceur d'une star? Est-ce qu'un influenceur est quelqu'un qui a plus de crédibilité aux yeux du public qu'une star? Qu'est-ce qui change? La différence, c'est que la star, elle va avoir une audience beaucoup plus forte. Donc en fait, son pouvoir d'audience va être beaucoup plus fort. Le nano-influenceur ou le micro, l'ambassadeur, le consommateur va avoir une audience beaucoup plus petite et une audience potentiellement qu'il va connaître et qui va pouvoir échanger de manière plus fréquente. La différence pour moi, c'est le nombre d'abonnés, c'est le reach qu'ils vont avoir. Après, l'intérêt de travailler avec un consommateur, c'est justement le pouvoir de prescription. Et c'est vrai qu'on voit avec les années un changement. En fait, l'influence marketing, ça a toujours existé. Avant, pour la plupart, c'est des collaborations avec des journalistes. On envoie un produit à un journaliste, il va tester le produit. S'il a envie d'en parler, il va en parler. S'il n'a pas envie, il n'en parlera pas. Aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, avec les journalistes, ça continue. Mais il y a les influenceurs qui le font également. Donc, en fait, le terme influenceur est un terme nouveau. Par contre, c'est quelque chose qui a toujours existé. Tu penses qu'il y a une méfiance envers les journalistes aujourd'hui de la part du grand public? Non, je pense pas, parce que les journalistes sont spécialisés sur des thématiques. Les journalistes sont bons sur ce qu'ils font. Moi, je pense que c'est complémentaire en fait. Même pour Ivancy, l'intérêt que nous on a, tu vois, on est dans l'influence marketing, c'est super important pour nous de travailler avec des journalistes qui comprennent ce qu'on fait, qui peuvent nous aider à le communiquer. Donc non, je pense pas, et je pense que c'est super important de continuer à travailler avec eux. On a vu au fur depuis l'arrivée de Facebook, ensuite Instagram, Twitter, Snapchat, et il y a un réseau qui est en train de défrayer tout ça et qui assure en 2020 TikTok. exactement TikTok. Ouais, bah c'est ça, Euh, ça cartonne. Hein. je sais que c'est quelque chose que les entreprises devraient suivre et se lancer dessus. Pourquoi? Alors TikTok, ce qu'il faut savoir, c'est que alors là ils sont montés à 2 milliards de téléchargements, c'est impressionnant franchement, c'est génial ce qu'ils ont réussi à faire. C'est un réseau qui touchait principalement les jeunes, donc c'était un réseau qui touchait les 10-15 ans. Et aujourd'hui on se rend compte que même des personnes de 30 ans, 40 ans sont présentes sur TikTok. Même moi je me suis mis à TikTok, je fais des vidéos, j'ai des amis qui m'envoient des vidéos d'eux sur TikTok. En fait pendant le confinement tout le monde s'est mis à TikTok. Et ce qui est bien c'est que leur audience a pu augmenter en termes d'âge. Ils ont eu de plus en plus de personnes. Donc les marques sont de plus en plus intéressées à travailler sur TikTok et elles ont raison. Donc aujourd'hui, TikTok, c'est le nouveau réseau social phare. Le type de contenu qu'on devrait développer dessus? Le plus facile, ça peut être de l'unboxing. T'ouvres ton paquet, tu montes des produits. Pour la mode, c'est pas mal. Et après, tu peux faire des mini-films ou imaginer des scénarios. C'est-à-dire que tu te mets en scène, tu peux t'habiller différemment. Tu vois, t'as pas mal de... T'es sur TikTok ou pas? Oui, j'ai essayé, du moins. T'as fait des vidéos, il faut que tu me donnes ton compte alors. Je te donnerai mon compte si tu veux. Mais j'ai pas fait de vidéo, j'ai juste regardé comment ça fonctionnait. Surtout pour l'UX, en fait, que j'étais intéressé de voir. Mais ouais, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est les marques de mode. Tu vois, quand les influenceurs se changent, tu vois, tu les vois, ils sautent, hop, ils sont dans une tenue, et 2 secondes après, ils sont dans une autre tenue. C'est pas mal pour montrer les nouvelles gammes de produits. Tu penses que TikTok va connaître le même sort que Snapchat ou pas? C'est difficile de dire. Après, Snapchat cartonne quand même dans pas mal de pays. Donc, c'est vrai qu'il y avait eu une baisse, mais aujourd'hui, Snapchat fonctionne dans beaucoup de pays. Par rapport à TikTok, par rapport au nombre de téléchargements qu'ils ont eu et à la croissance, est-ce que la croissance va rester stable post-Covid et ils vont avoir une traction aussi forte? Je pense pas. Est-ce que les gens vont arrêter d'utiliser TikTok? Je pense pas non plus. Après, quel va être le positionnement et
quel va être le classement par rapport à un Instagram, un Facebook, un WhatsApp ou un Pinterest ou d'autres réseaux, franchement, c'est difficile de le dire parce que la croissance qu'ils ont eue en 2 mois est assez impressionnante. J'attends de voir. Comment le marketing d'influence va continuer à transformer, on va dire, la communication des marques? On se rend compte aujourd'hui que 9 marques sur 10 quasiment font de l'influence marketing. Qu'en fait, ça rentre dans le quotidien et les marques ont compris qu'il faut maintenant des programmes d'ambassadeurs pour communiquer sur leurs produits. Que ce soit les anciennes collections, les nouvelles collections, que ce soit pour demander l'avis à des personnes pour faire de la co-création de produits. En fait, l'influence marketing, il faut que ça soit dans la stratégie de toutes les marques. C'est super important et quel que soit le secteur d'activité. Aujourd'hui, on se rend compte que tu as des marques sur la beauté ou sur la mode et la food qui sont précurseurs, mais encore plus la beauté que les autres marques. Et sur les autres segments, ça se développe. Donc la déco, ça se développe de plus en plus. Le voyage, ça se développe également. Mais en fait, toutes les marques doivent faire de l'influence marketing. Et influence au sens large. Donc je parle pas que de macro, de micro ou de nano. Je parle de programmes d'ambassadeurs, de fidélisation de la communauté, de l'apprentissage, d'avoir plus d'informations en fait sur leur communauté également, en faisant des questionnaires d'enquête ou différentes méthodes. Mais il faut que ce soit dans la stratégie de toutes les marques. Aujourd'hui, on parle d'un marketing d'influence drivé par la data. Est-ce que tu peux nous expliquer? Tu as de plus en plus de marques qui s'intéressent aujourd'hui au ROI, donc mettre des liens traqués dans les posts, regarder le chiffre d'affaires que ça peut apporter à une marque. En fait, ce qui est important sur l'influence, c'est comme si tu faisais des campagnes sur Facebook. Tu vas faire une campagne A, une campagne B et une campagne C. Et en faisant tes 3 campagnes, tu vas regarder quelle campagne fonctionne le mieux. Et là où ça fonctionne le mieux, tu vas appuyer. Et donc sur l'influence marketing, c'est te dire par exemple, ok, cette campagne B a mieux fonctionné que la campagne A, je vais garder la même cible, je vais élargir en fait sur le nombre de collaborations que je peux faire sur le mois, je vais changer un petit peu les critères pour que ce soit beaucoup plus performant, et ensuite je vais sponsoriser les posts qui ont le mieux fonctionné. Et donc en fait, ce qui est important justement, c'est de faire la bonne stratégie au bon développement. Après la data, après les entreprises, on va parler un peu de la crise du Covid aussi. On a vu que cette crise a montré le pouvoir des influenceurs, notamment pour la récolte de fonds. Est-ce que tu penses que la communication des influenceurs et des marques va changer post-confinement? Est-ce qu'elle va devenir plus éthique et plus sincère? Je pense que tu as déjà pas mal de marques qui font une communication éthique. C'est de plus en plus dans la bouche des marques. Donc moi, les marques avec lesquelles je discute, elles me parlent toujours du mot éthique. Donc en fait, c'est déjà présent. Est-ce que ça va l'être encore plus? Je pense que oui. Je pense que la communication avec les influenceurs va changer également, que les demandes vont changer, que le mot valeur va également être beaucoup plus présent. Donc ouais, je pense que c'est une tendance qui va rester et qui va même croître dans la bouche des marques. Merci Dorian. T'es prêt pour le Too Flip Too Curious? Top. Si tu veux me conseiller un invité pour Flip. Clément Moreno de chez Wavy. Si t'étais un influenceur, dans quelle thématique tu te situerais? Le sport. Si t'étais un réseau social, lequel? WhatsApp. En fait, ton prochain grand flip, c'est pour quand? J'ai déjà beaucoup à faire avec Ivancy. La route est encore longue. Tu vois l'article 2030. Donc on va se projeter après 2030 pour faire quelque chose de nouveau, mais c'est aujourd'hui le grand flip. C'est arrivé à ma mission. Merci beaucoup Dorian d'avoir participé au flip. Merci à toi. On rappelle, Dorian Cavarella, tu es co-founder et CEO de Ivancy. Donc si vous voulez le retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et nous on se retrouve pour un prochain épisode de Flip. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?